Alors voilà une histoire assez incroyable, celle d'un peuple qui ne se contente pas de vivre dans un pays, mais qui prospère à travers 3 nations différentes. C'est l'histoire des Fang, en plein cœur de l'Afrique centrale. 3,5 millions, ce n'est pas juste un chiffre, c'est la population estimée des Fang. On ne parle pas là d'un petit groupe, non, on parle d'une véritable force démographique, d'un acteur majeur dans cette région de l'Afrique. Et ce qui est vraiment unique, c'est que cette force, elle n'est pas contenue dans un seul pays. Ils sont majoritaires au Gabon, ils représentent 85% de la population en Guinée équatoriale, et ils sont aussi un groupe très important au Cameroun. C'est assez exceptionnel. La question qui se pose, c'est comment ? Comment un seul et même peuple en est-il arrivé à être aussi influent dans 3 pays à la fois ? Attention, on ne parle pas d'une migration récente, une diaspora comme on entend aujourd'hui. Non. Pour comprendre, il faut plonger dans une histoire bien plus ancienne, bien avant que les frontières actuelles n'existent. Et voilà où tout commence, la grande migration. C'est le premier chapitre de cette saga. Alors pour un instant, on oublie les cartes qu'on connaît. On parle ici d'un périple immense, un voyage qui s'est étalé sur des siècles et qui a littéralement sculpté le destin des Fang à travers toute l'Afrique centrale. Alors, qu'est-ce qui a bien pu les pousser à bouger comme ça ? En fait, il y avait un double moteur. D'un côté, des raisons internes. La population grandissait, il fallait de nouvelles terres, de nouvelles ressources, une sorte de poussée vers l'avant. Et de l'autre, il y avait des menaces externes. On pense notamment à la traite négrière sur la côte, une pression qui les a forcés à adapter leur chemin, à chercher des zones plus sûres. Et le résultat de tout ça, c'est que sur plusieurs centaines d'années, on assiste à un mouvement lent mais continu. Les Fang descendent, inexorablement, du plateau camerounais vers le sud, s'enfonçant toujours plus profondément dans la grande forêt équatoriale, en direction de l'Atlantique. Bon, on imagine bien qu'en étant constamment en mouvement, dispersé sur un immense territoire, le risque c'est de perdre son identité, de se fragmenter. Alors comment ont-ils fait pour rester Fang ? Quel était leur secret, leur ciment culturel ? Leur secret, c'était une organisation sociale hyper intelligente, à la fois souple pour le mouvement et super solide pour la cohésion. En gros, tout reposait sur des clans familiaux, ce qu'ils appellent les ayons. Ces clans étaient liés les uns aux autres par des rites, des sociétés initiatiques et surtout, un respect immense pour les ancêtres. C'était ça, la clé. Ça leur permettait de rester un seul peuple, même sans capitale, sans roi centralisé. Et au cœur de tout ça, il y a un concept fondamental, le bieri, le culte des ancêtres. Mais attention, ce n'est pas juste une religion au sens où on l'entend. C'était leur code de loi, leur boussole morale, leur système judiciaire, tout à la fois. C'était le socle absolu qui unissait tous les clans. Et pour que cette histoire, cette loi, cette culture ne se perde jamais, il y avait le mvet. Alors le mvet, c'est juste génial. C'est un art oral, une sorte de poésie épique chantée avec un instrument à cordes. Mais c'est bien plus que de la musique. C'étaient leurs archives nationales, leur bibliothèque vivante. C'est comme ça que la mémoire du peuple se transmettait de génération en génération. Donc on a ce peuple en mouvement, uni par une culture très forte, et puis tout bascule. Une force extérieure va venir briser cet équilibre. C'est l'arrivée des Européens et la fracture coloniale. Et là, c'est le choc. 3 puissances coloniales débarquent. L'Allemagne, la France, l'Espagne. Elles prennent une carte et, sans se poser de questions, elles tracent des frontières. Chacune impose ses propres règles, son propre système, sa propre langue. Et elles découpent en 3 un territoire qui, pour les Fang, était un seul et même monde. Le résultat, le voilà. Des lignes tracées à la règle sur une carte. Des lignes qui coupent en 2 des villages, des familles, des terres ancestrales. Des frontières qui n'avaient absolument aucun sens pour les gens qui vivaient là depuis des siècles. On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire, que cette division a détruit leur unité. Mais pas du tout. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette fracture, ce qui aurait dû les affaiblir, est devenue paradoxalement la source de leur force aujourd'hui. Aujourd'hui, les Fang ne subissent plus ces frontières. Ils jouent avec. Ils ont transformé cette fragmentation en un véritable avantage stratégique. Ils naviguent entre les 3 pays, utilisant les réseaux politiques, économiques et bien sûr culturels de chaque côté. D'où vient cette influence, concrètement ? D'abord, le poids politique. Quand on est un groupe aussi nombreux dans 3 pays, forcément, on pèse dans les élections. Ensuite, l'économie. Leurs réseaux commerciaux transfrontaliers sont super efficaces parce qu'ils sont basés sur les liens de clan, sur la confiance. C'est souvent bien plus solide qu'un contrat papier. Et enfin, bien sûr, cette cohésion culturelle qui reste incroyablement puissante. Il y a cette phrase qui résume tout parfaitement. Loin de les affaiblir, cette distribution multinationale a consolidé leur identité, leur pouvoir et leurs opportunités à l'ère moderne. C'est fou quand on y pense. C'est la démonstration d'une résilience et d'une capacité d'adaptation absolument hors norme. Finalement, cette histoire nous renvoie à nous-mêmes et à notre monde moderne.
Dans une époque où on a l'impression de construire des murs et de renforcer les frontières partout, l'histoire des Fang pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un peuple dont la force a toujours été de vivre et de prospérer par-delà les frontières ?